Monsieur l'ambassadeur, chers amis, je voudrais d'abord commencer par vous dire que ce n'est pas une séance ordinaire des débats de l'ULB, parce que vous savez, dans ce genre de débat, il y a ceux que vous voyez, les animateurs du débat, les conférenciers, et puis il y a tous ceux qui sont à l'origine de tout ce qui se fait et qui aident à la réalisation de ces débats. Vous comprenez, c'est quelque chose non seulement très complexe à organiser, mais il faut des personnalités généreuses qui mettent beaucoup d'énergie. Alors, la plupart d'entre vous le savent, enfin ceux qui viennent régulièrement au débat de l'ULB, le couple qui se trouve à la base de ces débats, c'est le couple de Michel et Daniel Weiss, et malheureusement, ce dimanche, Daniel Weiss nous a quittés. Nous savions qu'elle était très très malade, et elle nous a quittés en femme libre, mais ça a été évidemment un choc pour nous tous. Et bien sûr, Michel n'a pas pu être présent ce soir, mais je voudrais insister d'abord sur tout ce que le couple de Daniel et Michel, tout ce qu'ils ont fait pour les débats de l'ULB, ce que Michel continuera à faire, j'en suis persuadé. Il voulait que la vie continue et que ces débats aient lieu. Et je voudrais dire deux mots de Daniel que peut-être vous ne connaissez pas. Certains d'entre vous la connaissent parce qu'elle a été très active avec Michel pour organiser, après les conférences, des dîners, des réceptions, pour préparer aussi les débats, parce qu'elle découpait souvent des articles que Michel lisait. Elle était très active, malheureusement. Elle était affectée d'une maladie extrêmement grave, et donc ces dernières années, ces derniers mois, elle était moins présente. Et ce qui est extraordinaire chez elle, c'était que en fait, on s'habituait presque à la maladie, parce que moi, je l'ai connue en 2008. J'ai toujours connu malade, moi. Je n'ai jamais connu en bonne santé. J'ai toujours su qu'elle était affectée d'un cancer très grave et que, donc, elle était menacée. Et en même temps, quand on vivait avec elle, elle nous rendait les choses beaucoup plus légères, beaucoup moins dures, parce qu'elle vivait normalement, parce qu'on voyageait avec elle, parce qu'elle préparait les conférences, et que tout ça faisait en sorte qu'elle avait une dignité tout à fait extraordinaire qui fait que tous ceux, nous tous, qui ont sans doute peur de la maladie, on n'était pas confrontés à ça. On savait qu'elle était malade et en même temps elle se comportait tout à fait naturellement. Mais évidemment, ces derniers mois, les douleurs, la dégradation de sa situation, tout ça était de plus en plus terrible. Évidemment, on ne s'attendait pas à ce que ça se passe si brutalement, et donc elle nous a quittés dimanche. Je voulais vraiment rendre hommage à Michel et Daniel parce que on n'en parle pas. Michel Weiss, qui est un intellectuel, c'était tous les deux de grands intellectuels. Ils n'aimaient que les livres et quelque part ils restaient en retrait, et peut-être que le public ne savait pas tout ce qu'ils ont fait pour les débats de l'ULB. Et donc voilà, je voulais rendre hommage à Daniel parce que c'était une très grande amie, et personnellement, évidemment, j'y tenais beaucoup, mais je pense que c'est le cas de beaucoup de gens dans la salle. Cela dit, il faut faire une transition, et ces transitions sont toujours difficiles. En même temps, elles sont faciles parce qu'on passe de la mort à la vie, et que c'est ça qu'il faut faire. Michel voulait bien entendu que ces débats aient lieu, et donc ils vont avoir lieu ce soir, et en plus ils auront lieu avec un très grand philosophe allemand, Peter Sloterdijk, que je vais vous présenter très rapidement pour lui céder la parole. Alors, je voudrais que Peter Sloterdijk, que sans doute beaucoup d'entre vous connaissent parce que non seulement il s'exprime en français, il a fait des conférences, il a fait des interviews en français, il vit une partie de l'année en France d'ailleurs, il s'est fait connaître en 1983 par un ouvrage qui a fait beaucoup de bruit qui s'appelait « Critique de la raison cynique » et qui était 200, et qui paraissait 200 ans après la critique de la raison pure de Kant. La critique de la raison pure de Kant est parue en 1781, et donc cette critique de la raison cynique a été saluée
comme un très très grand ouvrage. Et à l'époque, Jürgen Habermas, grand philosophe allemand aussi, a salué l'ouvrage comme étant un ouvrage très important. Après, les relations entre Peter Sloterdijk et Jürgen Habermas sont devenues plus controversées, conflictuelles, mais à l'époque, Habermas, qui était quand même l'aîné, a reçu ce travail, a dit que c'était un travail tout à fait important. Et c'est un travail dans lequel apparaissait effectivement un certain type de désenchantement de la modernité, c'est-à-dire l'idée, je dis de façon simplifiée, que la raison qu'on utilise pour comprendre le monde et la raison scientifique, ce n'est pas la même chose que la raison qu'on utilise dans la communication, dans ce qu'on appelle l'intersubjectivité, et ce n'est pas non plus la raison que l'on utilise pour se connaître soi-même, ce qu'on appelle la réflexion, la réflexivité, et que quelque part, il n'y a pas de raison englobante qui permettrait de résoudre tout ça, et qu'il y a de grosses tensions et des problèmes entre la raison scientifique et technique et puis la raison qui permet de communiquer et la raison qui permet de se connaître soi-même. Donc c'est un ouvrage qui a fait à cette époque-là beaucoup de bruit, et je voudrais dire que ce qui est important pour présenter Peter Sloterdijk, c'est que beaucoup de ses interventions, puisqu'il intervient dans l'actualité, ont fait polémique, mais qu'en même temps, il ne faut pas que ça masque un travail de fond. Et il y a un travail de fond qui est très important. Il a publié, après la critique de la raison cynique, un cycle de 3 ouvrages qui s'appelait Sphère, et qui est sans doute son magnum opus, qui sont parus depuis la fin des années 1990 jusqu'au début des années 2000, et qui sont des ouvrages très profonds sur une nouvelle manière de comprendre les relations humaines. Et dans ces histoires de sphères, vous allez du rapport de l'enfant ou du fœtus au placenta jusqu'à des conceptions beaucoup plus globalisantes. Il a d'ailleurs beaucoup écrit sur la question de la globalisation. La globalisation est un phénomène qui est un phénomène, la première globalisation est un phénomène très, très ancien, grec. Il a écrit sur les rapports entre les différents monothéismes. Il a aussi fait un dialogue que peut-être les francophones connaissent bien, qui est un dialogue qui s'appelle Les battements du monde, qui est un dialogue avec Alain Finkielkraut, que vous pouvez lire et qui, à mon avis, est une excellente introduction aux différents problèmes qui ont été posés, et ça va du statut de la modernité jusqu'à la question juive, jusqu'à tout un ensemble de questions qui concernent vraiment la vie contemporaine. Et je pense que cette perspective est une perspective générale qui doit être mise en avant, parce qu'on doit toujours comprendre, si vous voulez, ce qu'il y a de fondamental dans l'approche d'un philosophe. Alors que le philosophe intervienne dans le présent, c'est évidemment quelque chose de tout à fait important. En même temps, le public peut avoir tendance à s'arrêter à ces événements-là. Alors je prends 2 événements. D'une part, Peter Sloterdijk, l'année 2000, un peu avant l'année 2000, a publié un livre qui s'appelle Réflexions sur le parc humain. Et dans ce livre-là, il a été accusé de favoriser une forme d'eugénisme. Il s'en est défendu. Il y a eu une polémique avec Habermas. Mais il y avait eu toute une question qui était une question sur ce qu'on appelait le dressage du genre humain, avec cette idée qu'auparavant, la lecture, la littérature était quelque chose qui civilisait les hommes, qui les dressait face à c'est un exemple qu'il utilisait, l'amphithéâtre romain avec les combats de gladiateurs, la bestialité, des choses comme ça, et que quelque part, c'était quelque chose qui était en train de disparaître, et donc il fallait trouver, et c'est un des grands problèmes aujourd'hui, une solution à cette formation de l'humanité. Alors la question du dressage, la question du parc humain, etc., a suscité beaucoup de polémiques. Il y a eu énormément de polémiques en France aussi d'ailleurs. Il y a des intellectuels qui ont attaqué Peter Sloterdijk, d'autres qui l'ont défendu. Et puis il y a eu une polémique plus récente, mais ce sont des polémiques sur des prises de position qui sont des positions assumées par Peter Sloterdijk sur la question des impôts, puisqu'il a critiqué l'État social, qu'on appelle l'État Sozialstaat, donc l'État-providence, si vous voulez, en attaquant l'État comme étant un État kleptocrate, en demandant qu'on diminue les impôts, etc. Et évidemment, cela a créé de nouveau une polémique, mais qui est une polémique intéressante au sens où ça touche à des questions qui sont des questions fondamentales, je dirais, du vivre ensemble aujourd'hui. Et donc, je suis très heureux d'accueillir Peter Sloterdijk et de lui donner la parole.
Merci infiniment, Monsieur Archer. Monsieur l'ambassadeur, chers collègues, mesdames, messieurs, le ton des réflexions qui vont suivre est marqué par les principes de l'analyse psychopolitique. La psychopolitique signifie, d'un côté, l'investigation des mécanismes socio-psychologiques qui définissent la cohérence interne des corps politiques, et de l'autre côté, les techniques permettant de modifier les états d'esprit, les tendances et les décisions des collectifs politiques. La raison d'ailleurs pourquoi la psychopolitique commençait par la rhétorique ancienne, qui n'était rien d'autre que l'art de gérer l'ambiance d'une population. Et dans les deux significations, la psychopolitique désigne les conditions qui s'accomplissent par une théorie détaillée des médias sociogènes, parce qu'il n'y a pas des sociétés qui utilisent des médias, mais il y a des médias qui créent des sociétés. Et ces remarques préliminaires vous montrent, mesdames et messieurs, que j'aborderai une réflexion un peu plus approfondie sur les fondements de la pensée européenne. Ainsi, j'aimerais poursuivre la question à savoir de quelle manière la situation actuelle de la Grande Europe est-elle à comprendre. Je pense que nous tous, nous pouvons nous entendre sans peine sur le fait que nous habitons un construit, un ensemble semi-dépressif appelé Europe, une construction peuplée par des êtres humains travaillant depuis des décennies à apprécier continuellement des nouvelles nuances de leur état d'esprit sommairement sceptique, avec pour résultat qu'un voile doré d'insatisfaction ne s'étende au pays du vieux continent. Et comme nous devons prendre sur nous l'inconvénient d'être né, comme disait Émile Cioran, eh bien, faisons-le dans cette Europe à la fois merveilleusement vitale et morbide. D'un point de vue psychopolitique, pour la majorité des habitants aujourd'hui, l'Europe est encore un manteau bien trop grand. L'habit européen ne sied pas encore comme un gant. Nous ne sommes pas encore vraiment intégrés dans ce nouveau format politique. Il semble être en ce moment taillé trop grand. Et sans doute cela est en relation avec le fait que nous sommes encore, et nous tous, Nolens, des enfants de l'ère nationale. Les êtres de l'ère nationale sont ceux qui ont subi un entraînement pénible pour être chez soi ou chez eux dans une grande structure politique de l'ampleur d'une nation, une nation qui compte par des millions d'habitants. Et pour les êtres humains originaires de villages, cela représente déjà un énorme accroissement, une énorme performance. Et comme d'une certaine manière, nous venons tous de villages et que nous avons tous un passé vert, l'arrivée en ville et la transition dans l'espace vital de la nation est un projet monumental quasiment interminable. On le voit très clairement dans le comportement des vacanciers, des Européens, qui, durant des crises périodiques, souhaitent de toutes leurs forces retourner au vert. Je voudrais aujourd'hui remettre en mémoire un chapitre de la dynamique des mythes européens dont je suis convaincu qu'il faille se le remémorer afin de comprendre comment et pourquoi une telle intégration dans le nouveau grand format politique, malgré toutes ces complications, représente pour nous aujourd'hui une tâche qu'on peut résoudre. Nous possédons déjà, sans le savoir, les histoires qui devraient nous aider à assumer l'existence de le format européen,
même si nous sommes obligés, jusqu'à nouvel ordre, de porter ces trop grands manteaux, ce revêtement transnationaux sur toi. Mais nous possédons ces histoires sous la forme du premier vrai mythe européen qui fut raconté à l'époque de l'empereur romain César Auguste. Son narrateur est le poète Virgile, qui, jadis, comme nous aujourd'hui, était en face à l'embarras avec les compatriotes épuisés, les Romains hantés par les souvenirs de la guerre civile, et d'entamer quelque chose de construit sur la raison et tourné vers l'avenir. À cette époque aussi, il y avait déjà une structure dépressive qui devait s'appeler plus tard Imperium Romanum, un grand format politique qui englobait toute la Méditerranée. Et personne, à l'époque, ne savait vraiment que faire de cette gigantesque machine de pouvoir. Les Romains, qui pensaient de manière traditionnelle, ne voulaient pas à l'origine de cet empire. L'Empire romain n'était en réalité qu'un produit dérivé du besoin de sécurité exalté des paysans romains ou des grands propriétaires italiens, ces forts honnêtes hommes portés par la maxime que la sécurité de Latium et de l'Italie devait être défendue depuis le rocher de Gibraltar jusqu'à l'embouchure du Nil. Et les voilà dans les beaux draps impériaux. Ils ne savaient pas ce qu'ils devaient en faire. Quoi faire de ce pouvoir sur le pays du monde entier de la Méditerranée? Et dans cette situation, Virgile a offert aux Romains leur mythe actif, mais il a également offert à leurs descendants qu'il faut bien comprendre comme étant les Européens d'aujourd'hui. Par la fable convenue, selon laquelle le berceau de l'Europe se trouverait en Grèce doit être contredit. En vérité, il se trouve à Rome et nulle part ailleurs. Virgile raconte l'histoire d'un homme qui, venant de l'Est, invente l'Empire à l'Ouest en préparant la fondation d'une ville qui un jour devrait s'appeler Rome. Et vous savez ce dont je parle, mesdames et messieurs, il s'agit de l'histoire de Énéas, le dauphin de Troie, qui, après la chute de sa ville natale, s'enfuit à l'Ouest. Et dans le choix de cette figure et de son voyage à l'Ouest, tout le message sur l'existence de l'Europe est déjà contenu. Le premier Européen est le perdant de tous les perdants, un homme de l'Asie mineure qui a une ville qui brûle dans le dos quand il choisit la direction de l'Ouest pour oser une nouvelle tournure de vie. On ne peut pas suffisamment souligner cette circonstance. Le héros de la fondation de l'Europe, comme Virgile l'a inventé à l'ère d'Auguste, n'est pas un triomphateur, il n'est pas un héros massif avec des grands records de lutte, mais une créature brisée, un vaincu qui, grâce à une volonté divine, devait trouver le chemin de l'Asie mineure vers l'Italie. Je ne vais pas aller si loin de dire que le premier Européen était turc, même si, du point de vue géopolitique, c'est une idée qui pourrait s'imposer. Mais, en tout cas, il était un homme d'origine du Proche-Orient et, qui plus est, un homme issu d'une défaite et qui tenta un nouvel essai vers le succès. Étant réfugié, il devint le premier Européen expatrié, mais n'arrivant pas les mains vides, comme nous allons voir tout de suite. Alors, retenons que dans la construction virgilienne, la légende de Rome commence en tant que source de l'Europe, comme mythe des réfugiés. Et pour cela, une ville qui brûle à l'Est est nécessaire. Et celle-là, nous la connaissons des descriptions d'Homère. Virgile ajoute à cette remarque qu'Énée a rempli ses obligations dans sa patrie jusqu'à la fin. Ce n'est pas un déserteur qui abandonna sa patrie, mais plutôt un réfugié qui renonça à sa
à sa ville natale dès lors qu'il était définitivement perdu. Et il fut celui qui tint à Troie le plus longtemps pour sauver ce qui était à sauver, et seulement qu'il n'y ait plus rien à faire, il décida de partir vers une seconde vie. Et dans la nouvelle patrie, il n'arrive certes pas les mains vides, mais avec un accompagnement remarquable, pour ne pas dire avec des lourds bagages. Le père, le vieux Anchises, qu'il portait sur son dos, et dont la présence aura une importance plus grande à mi-chemin de l'Exode, on verra. Et au-delà, il charrie les pénates, les dieux porteurs de bonheur de la famille, un geste d'une signification inépuisable, car charrier les pénates veut dire avoir les dieux de la chance, tout un système familial, autant que des dieux transportables auprès de soi. Normalement, les dieux d'un type ancien ont un problème de transport, parce qu'ils sont tenus aux cultes locaux et aux lourdes œuvres d'art. C'était le judaïsme qui donna la preuve, lors de l'exode d'Égypte, que la traduction des dieux en pierre, des Égyptiens, en un registre, les dieux immobiles des Égyptiens, en un registre transportable, le texte du monothéisme était possible. Mais à l'échelle des familles méditerranéennes, il y avait les dieux de la chance que l'on pouvait emporter, comme les pénates. Ainsi, il faut s'imaginer la croisée originelle à 4 pôles, duquel le drame mythologique fondamental de l'Europe est issu. Nous voyons devant nous Énée, son père sur le dos, son fils Ascagne d'une main et de l'autre main un groupe de petites statues de dieux. Le père est précieux parce qu'on a besoin de lui pour qu'il puisse exprimer la prophétie des enfers sur le destin de la ville à fonder à un moment donné. Les pénates sont importantes parce qu'ils ont les garants transmissibles de la chance et de la deuxième chance en plus. Et comme chacun sait, les Romains sont entièrement familialistes, mentalement toujours regroupés autour du foyer de leur propre maison. Et le secret du rapport de la chance est géré par la famille et est transféré du foyer familial au foyer de l'État. Et le fils est important parce que sa présence démontre le contexte généalogique entre les 3 générations, grand-père, père, fils, sans lequel les nouvelles fondations resteraient des simples improvisations sans autorité réelle. Et voici ce qui peut être tiré de cet événement. L'Europe romaine, envisagée par Énée, est décrite par Virgile comme un territoire où les perdants peuvent se réorganiser de manière psychopolitique. Le vrai mythe fondateur de l'Europe est le mythe de la deuxième chance. Et dans son récit le plus important, l'Europe, appelée autrefois Imperium Romanum, apparaît comme un espace vital dans lequel retournent les perdants d'autres régions du monde pour trouver un nouveau cadre de succès régénéré. Mesdames, Messieurs, nous sommes libres de tirer nos conclusions de cette histoire, mais je ne veux pas vous cacher mon interprétation personnelle. À la lumière de la narration virgilienne, il me semble évident que l'Europe réelle, fondée par le mythe virgilien, est aujourd'hui à chercher aux États-Unis. Les pères fondateurs des Américains ont incontestablement mieux compris le mythe fondateur européen que les Européens eux-mêmes, et malheureusement mieux que le père fondateur de l'Europe unie aussi. Les Américains ont transposé l'Europe virgilienne outre-Atlantique. Ils ont créé le pays dans lequel le mythe psychopolitique de la deuxième chance a été fondateur d'un État. Ce qui s'est constitué au-delà de l'Atlantique était une nation, au-delà des nations,
une méta-nation, une alliance politique des déserteurs de toutes les nations, un rassemblement de perdants de tous les pays qui, après leur arrivée dans la nouvelle patrie, ne voulaient à aucun prix lâcher la perspective de leur deuxième chance. Et pour l'obtenir, ils devaient rejeter le danger de la dépression du perdant et s'imposer un engagement en faveur de la deuxième chance, ce qui a créé cet optimisme typiquement américain qui nous semble parfois forcé dans la mesure où, de notre position post-héroïque dans l'ancien monde, nous y reconnaissons la fuite en avant, la fuite de la dépression vers la manie. L'Europe réelle se trouve aujourd'hui, certes, dans une situation totalement différente. J'avoue avoir jusqu'à présent employé le nom Europe de façon illégale, car jusqu'à présent, j'aurais dû utiliser le terme Occident ou Ponant. Ce que nous appelons Europe ne date que du voyage de Christophe Colomb. L'Occident s'est mué en Europe, c'est-à-dire en ancien monde, pouvant s'appeler ainsi seulement après qu'un monde nouveau ait émergé à l'ouest. Par le déplacement de l'ouest vers l'ouest, l'Occident s'est vu transféré et déplacé outre-Atlantique. La partie du monde qui s'appelle Europe est saisie par l'effet d'atlantisation au XVIe siècle. Et alors que l'Empire romain, notamment dans sa partie occidentale, se définissait surtout par son orientation vers la Méditerranée, l'Europe se caractérise par sa mission atlantique. Essentiellement, elle n'existe que comme rivage opposé du nouveau monde découvert par elle. Et en même temps, dès l'époque des grandes découvertes, l'Europe devint le théâtre d'un drame politico-démographique unique dans la période de récession duquel nous vivons aujourd'hui, qui veut comprendre la supériorité historique mondiale de l'Europe entre 1500 et 1945, doit noter qu'à l'époque, cette partie du monde s'est transformée en une scène pour une expérience de reproduction mise en place par la politique des États absolutistes et d'une portée sans précédent. Dès 1950, de 1500, l'Europe connaît des procédés biopolitiques quasiment obscènes. La chasse aux sorcières, qui était surtout des chasses aux sages femmes, annonçait déjà l'ère des États absolutistes. L'interdiction ecclésiale d'une régulation démographique ou de contrôle des nombres des naissances et le souci étatique en faveur de l'émergence de populations de plus en plus nombreuses possibles ont fait en sorte que dans presque tous les pays d'Europe se sont créées des conditions comme on ne les connaît aujourd'hui que dans les camps palestiniens et dans les pays africains dérégulés. Dans de telles conditions, la reproduction de misère et la reproduction de combat se donnent régulièrement la main. Il résulte de cet arrangement des naissances surnuméraires, sans mesure ni finalité. Je vous rappelle le fait que l'État de Prusse comptait 1 million d'habitants en 1700. Il comptait 20 millions de personnes en 1900. Donc en 200 ans, une multiplication par 20. C'est une raison pourquoi le marxisme avait tort de dire que le capitalisme a produit la pauvreté de la classe ouvrière. Les pauvres étaient déjà là par la surpopulation voulue par la politique populationniste des États absolutistes. La pauvreté est plus ancienne, en Europe, est plus ancienne que le capitalisme. Il résulte de cet arrangement des naissances surnuméraires sans mesure ni finalité. Et c'est cette forte natalité qui permet aux Européens, pendant plus de 400 ans, d'exporter un nombre quasiment illimité d'êtres humains
vers toutes les autres régions du monde, particulièrement vers l'Amérique et l'Australie. Et c'est cette exportation par laquelle débute l'ère de l'impérialisme atlantique, exportation démographique surtout, qui aujourd'hui, sous le signe de la politique d'expansion de l'Est de l'OTAN, passe à un nouvel État. Et ce n'est qu'aujourd'hui, après l'expiration de la conjoncture de surproduction humaine chronique européenne, et après l'entrée dans l'ère du tassement démographique, que nous nous découvrons nous-mêmes dans une position tout à fait différente face au monde. L'Europe est entrée non seulement au niveau mental, dans une époque de révision post-impériale et post-populationniste. Au niveau de sa base démographique, elle a aussi mis fin à son énorme expérience biopolitique de plus de 400 ans qui comprenait l'approbation systématique d'une surproduction humaine. Depuis quelques décennies, nous, les Européens, nous tendons au niveau biopolitique vers une forme de minimalisme quasi pleine de regrets. Et c'est pourquoi nous sommes obligés d'intégrer dans notre vocabulaire politique de base un mot aussi laid que sénescence régressive. En allemand, c'est encore plus laid parce que ça s'appelle Schrumpfvergreisung. Mesdames, Messieurs, depuis longtemps, nous menons la discussion sur l'essence et l'identité de l'Europe. Nous avons derrière nous des débats plus ou moins fructueux sur la définition de cet objet étrange qu'on appelle l'Europe. Je voudrais vous citer deux définitions extensives proposées dans les années 60 et 70 qui méritent toujours d'être maintenues dans la conversation. La première remonte à l'homme d'État français Charles de Gaulle, qui n'a jamais fait mystère de sa conviction que l'Europe représente une unité en perspective spatiale et culturelle et qui, d'après sa formulation connue, va de l'Atlantique jusqu'à l'Oural. Ce qui est remarquable, c'est que de Gaulle a reconnu une partie indispensable de l'Europe en Russie. Par analogie, je voudrais vous donner une deuxième définition extensive de l'Europe qui remonte au philosophe et physicien Carl Friedrich von Weizsäcker. On lui attribue l'aphorisme « L'Europe va de San Francisco à Vladivostok ». Évidemment, cette définition est l'expression de la perception d'un politicien en sciences et d'un philosophe en technique. Weizsäcker voulait dire que l'Europe est la patrie des forces intellectuelles et techniques qui prennent la responsabilité de tout ce que nous appelons aujourd'hui la mondialisation. Parce que la mondialisation, c'est essentiellement la propagation mondiale d'une science conçue en Europe et d'une technologie conçue ici et seulement ici. L'Europe était le centre d'expansion d'une prise du monde globalement efficace dont la reconsidération de la Genèse n'est d'autre que le devoir prioritaire de la théorie de la culture politique. Mais complémentairement à ces définitions extensives de l'objet de l'Europe, je voudrais citer un auteur qui a exposé à mes yeux la formule la plus lucide parmi toutes les définitions au sujet de l'Europe du dernier siècle. Je parle de Paul Valéry, qui a proposé en 1922, dans une collection d'essais sous le titre Variété 1, une explication fascinante du phénomène Europe. Valéry écrit « Partout où l'esprit européen devient prédominant, se manifeste un maximum de besoins, un maximum de travail, un maximum de capital, un maximum de gains, un maximum d'ambition, un maximum de pouvoir, un maximum d'intervention dans la nature extérieure et un maximum de relations et d'échanges. Cet ensemble de maxima constitue l'Europe. Remarquablement, l'homme européen ne se définit pas par une race, par une langue ou par des coutumes,
mais par des souhaits et par l'envergure de sa volonté. D'un point de vue actuel, il y a avant tout deux choses qui sont remarquables dans cette citation. D'abord, la tonalité mathématique de la définition. Selon Paul Valéry, l'Europe est un laboratoire basé sur une relation entre être humain et nature complètement transformée, un laboratoire dont les protocoles expérimentaux sont cadrés afin de produire des intensifications, des augmentations, des maximisations. Je crois que dans la littérature contemporaine, il n'y a pas de formule comparable dans son intensité profonde avec la dite tournure ensemble de maxima. En même temps, ayant la perspective contemporaine, un doute se manifeste envers cette définition. Nous autres Européens, nous tendons à ne plus nous reconnaître dans ce miroir. Et si quelqu'un nous présentait cette description, nous dirions probablement automatiquement « ce n'est plus nous-mêmes, ce sont en vérité les Américains ». Nous ne sommes plus concernés par notre propre ancien maximalisme. Quant à moi, je souhaite faire de ce phénomène de ne pas être concerné par la dite définition intensive le point de départ de mes réflexions qui vont suivre. Il me paraît qu'il existe un partage historique des tâches entre un partage de travail entre l'Amérique et l'Europe. Ce partage veillait à ce que l'Europe soit dévissée du centre de l'ensemble des maxima, tandis que la force descriptive des déclarations de Valéry s'opère surtout sur le pôle américain. Mais qu'est-ce qui s'est passé en Europe pour induire cet éloignement du maximalisme? J'aimerais répondre à cette question en citant le titre du célèbre roman d'Erich Maria Remarque, « À l'Ouest, rien de nouveau » et « West nichts Neues », pour le contredire d'un point de vue actuel. L'actualité principale de notre temps est qu'il y a du nouveau à l'Ouest, car depuis quelques années, les États confédéraux de l'ancien monde se multiplient dans ce cap occidental de la masse continentale eurasiatique sous le nom sonore de l'Union européenne. Et nous qualifions par ce terme cette formation politique qu'on appelle depuis peu l'Europe des 28. Et en ce qui concerne l'aspect nouveau de ce phénomène, il est explicable avec l'aide d'une perspective sur l'histoire plus ancienne. Nous assistons pour la première fois à l'émergence d'un grand format politique pour lequel on cherche en vain dans l'arsenal des termes et des exemples historiques la caractérisation. Je parle ici d'une forme politique originale, car le terme pour la plus grande formation de la sphère politique que nous avons traditionnellement connu, le terme de empire, n'est plus raisonnablement applicable à cette structure. Nous sommes face à l'innovation historique qui se développe en Europe, face à une grande structure politique dont les caractéristiques primaires ne correspondent plus au profil des empires traditionnels. Les caractéristiques singulières de cette nouvelle structure peuvent être conçues le plus probablement en expression négative. Et ces dernières soulignent surtout ce que l'Union européenne, dans sa forme d'aujourd'hui, n'est pas ou ne représente pas. Mais en cela, nous affirmons que l'Europe n'est pas. Nous nous approchons davantage d'une affirmation positive et d'une possible future réalité européenne. En rapport à cela, je souhaite présenter 5 règles négatives, dont la somme, je pense, donne une thèse affirmative. Ainsi, l'Europe est essentiellement non impériale, ou plutôt post-impériale. Elle est essentiellement non héroïque, ou plutôt post-héroïque. Elle est essentiellement non machiste, ou plutôt
machiste. Elle est essentiellement non enthousiaste, ou plutôt post-enthousiaste. Elle est essentiellement non unilatérale, ou plutôt post-unilatérale. D'une certaine manière, la première de ces règles anticipe sur les suivantes. J'ai déjà mentionné que l'Europe aujourd'hui représente une grandeur post-impériale. Mais que faut-il comprendre par empire? Et qu'est-ce qu'il faut comprendre par son contraire? Un empire, comme il a été défini depuis l'époque des Romains, signifie un espace de succès politique qui prétend être protégé par des privilèges métaphysiques. Les Romains ont, comme chacun sait, substantialisé et théologisé le terme d'empire, d'abord militairement encodé, qui signifiait d'abord rien d'autre que le commandement du chef de l'armée romaine. Ainsi, ils ont fait d'un terminus technicus militaire une notion politique. Le commandement militaire protégé par les privilèges métaphysiques qui s'étendent sur un territoire. Et dans cet espace, et ainsi nous arrivons à la perspective d'une théorie de la communication qui éclaire le grand corps politique, les participants au pouvoir de l'Empire ne racontent rien d'autre que les victoires de l'Empire. Dans ces perspectives, les empires sont des structures monothématiques. Autant dire qu'ils n'ont qu'un thème de profondeur. Ils ont rédigé élémentairement de façon narcissique et traitent toujours de ses propres succès. Les empires communiquent avec eux-mêmes sur les raisons de leur grandeur. L'empire à succès constitue un rapport de bonheur qui se concentre d'abord sur l'empereur César. Nous en dérivons les termes Kaiser et le Tsar. Et en substance, César a été conçu comme un hyperonyme qui remonte au titre de grand roi persan. Certains étymologues pensent pouvoir prouver que le mot César est en relation avec le mot persan Khosroes. En conséquence, une migration d'idées aurait eu lieu de l'Est à l'Ouest du pays qui, pour la première fois, a pensé l'idée de l'impérialité concrète. Les Persans du premier millénaire pré-chrétien ont, comme chacun sait, développé l'idée qu'un pouvoir est un pouvoir seulement quand un roi règne sur les rois et pas seulement sur les sujets. Il y a ici le passage du pouvoir royal au pouvoir impérial. Symboliquement dit, à la couronne du souverain, on a ajouté un deuxième étage. Le roi des rois est celui qui règne pas sur les sujets par un mode immédiat, mais comme roi des rois qui régnerait sur des parties d'empire. Nous reconnaissons cette figure dans l'Ancien Testament, dans la mesure où ce concept du roi des rois a été projeté sur le roi transcendantal du judaïsme, c'est-à-dire à Dieu lui-même. Et dans la sphère romaine, une personne humaine a été parée de ce symbole excessif, alors que l'intermezzo des campagnes d'Alexandre le Grand a joué un rôle important dans la transmission du virus persan à l'Ouest. Et pour cette raison, l'empereur romain n'est plus tellement lié au panthéon romain antique, bien que plusieurs des Césars accordaient beaucoup d'importance à leur souci d'apparaître théologiquement correct. On peut par exemple penser à la restauration d'un temple des dieux des planètes détruit par un séisme que nous connaissons aujourd'hui comme le Panthéon à Rome. Cependant, les véritables nouvelles divinités de l'Empire sont les divinités de la communication, Victoria et Fortuna. Et cela correspond à ce que produisent aujourd'hui les agences de presse. Les divinités de la victoire servent à ce que les nouvelles sur la victoire se répandent aussi rapidement que possible dans la totalité de l'Empire. Là où il y a une Victoria, il y a aussi une Fortuna et inversement.
l'Empire lui-même ne parle rien d'autre que du succès à déclarer. Et c'est pourquoi les emblèmes typiques d'un programme d'image impériale sont l'aigle et le lion, les prédateurs politiques qui, dans l'Europe d'aujourd'hui, naturellement, se sont conservés que dans les zoos et chez les bibliophiles et les historiens. En utilisant ici le terme post-impérial, je veux dire que les Européens ont clôturé une époque de presque 2000 ans dans lesquelles on a toujours transféré l'Empire romain sur des nouvelles nations porteuses et qui se sont donné définitivement une constitution d'un caractère nouveau et qui n'a plus rien à voir avec l'identification classique de la grandeur à l'impérialité. Ça donne d'ailleurs occasion à mentionner la prédominance de l'articulation sémidépressive des échecs et des raisons d'insatisfaction. Ça va de soi avec la situation post-impériale. On n'a plus de victoires et plus de fortune dont on pourrait parler, ce qui prouve qu'on ne vit définitivement plus dans un espace impérial. Victoria et Fortuna, les deux dièses impériales symptomatiques, ont disparu des parlements. À leur place, des dieux comme Cura, la préoccupation, le souci, et Invidia, le ressentiment, se répandent au maximum. La deuxième caractéristique du nouveau complexe européen se compose d'une approche que je nomme post-héroïque. Cela est en rapport étroit avec ce que je viens de dire. Au cours de la deuxième moitié du dernier siècle, les Européens se sont largement décollés des traditions du culte des héros, de l'adoration des morts et de la glorification des victimes. Ils ont reconnu la haute estime des vertus civiles, y compris le savoir-vivre mondain. Cela se reflète dans une perspective quotidienne, dans la mesure où la communauté des cuisines européennes est beaucoup plus avancée que celle des systèmes politiques. Les cultures post-héroïques s'orientent aux valeurs de la vie au quotidien. Et troisièmement, la nouvelle expérience européenne est définie par ce que j'appellerais son atmosphère post-machiste. La dissolution de l'héroïsme est accompagnée du déclin de la masculinité historique. Depuis la Révolution française, nous renouons avec les standards méritocratiques de la culture urbaine grecque et avec la Respublica romaine. En raison de cela, nous avons de nouveau quitté l'idée médiévale de la noblesse, cette grande rechute de la psyché européenne dans la magie de l'arrogance, et nous avons commencé à chercher les procédures sur le comment on peut isoler les avantages humains des idéologies de l'héritage pour les lier aux évaluations actuelles et des mérites réels. Et de cela résulte le trait néo-athlétique dans le noyau de l'idée européenne de la performance. Son expression éminente est le classement, ou ce ranking, qui, malgré les aspects que l'on peut contester, implique une grande concession à la compréhension et à l'idée que l'éminence et la notabilité devraient être des variables réversibles. Il ne faut pas oublier que l'Europe n'est que le résultat du voyage de Colomb. L'Europe est également le continent de la Renaissance. Son trait profond est un processus commencé il y a 500 ans et dont la fin n'est pas à prévoir aujourd'hui. Les historiens de l'art depuis Vasari l'appellent Rinascita ou Renaissance. Les Renaissances sont des grandes citations culturelles par lesquelles une ancienne culture est évoquée et sert de modèle. Cela veut dire, dans notre cas, que les intellectuels européens ont essayé de sauter en arrière au-dessus du Moyen-Âge chrétien afin de revitaliser les trains principaux du nouveau culturel antique pré-chrétien. Et cet événement, entre le XVe et le XIXe siècle,
a fait en sorte que les érudits européens, les artistes, se sont orientés vers des modèles des Romains et des Grecs. En principe, il y a une figure importante des deux cultures, modèles, antiques, dans ce contexte, qui n'a pas été prise en compte. Je parle de la figure de l'athlète, qui jouait un rôle clé dans l'Antiquité, car l'idée de gagner le rendait populaire. Dans les temps modernes, nous allons attendre son retour pendant plus que 400 ans, bien que toutes les autres figures centrales de l'Ancien Monde, le rhétoricien, l'artiste, le politicien, le philosophe, soient revenus sous forme de reproduction plus ou moins similaire. Mais simplement, l'athlète a étonnamment pris beaucoup de temps pour son retour, et c'est seulement par sa nouvelle apparition que la Renaissance européenne arrivera à son but, c'est-à-dire à sa zone d'embouchure et culturelle des masses. Avec la réapparition de l'athlète, le foyer d'affect de la culture moderne se transforme en profondeur. Les forces timotiques et ambitionneuses reviennent dans le foyer de la culture de la société érotisée et fondée sur la cupidité et l'envie. Avec l'athlète, un type de l'homme fier, ambitieux, tout ou moins un peu moins peu modeste, réapparaît et qui suppose de faire valoir ses choix devant ses prochains. Et dans la figure de l'athlète, comme nouveau personnage clé européen et culturel, les tendances post-héroïques et post-machistes se mettent en équilibre. En plus, le fait que l'athlétisme devienne de plus en plus une affaire de femmes souligne un tournant psychopolitique important. Pour terminer, je vous rappelle finalement, on peut dessiner la constitution psychopolitique des actuelles populations européennes comme une culture post-enthousiaste. Dans ce résultat s'exprime le fait que le journalisme européen a largement arrêté d'instrumentaliser le narcissisme des masses pour les mobilisations nationalistes et pour les exaltations patriotiques, même si les mobilisations néonationalistes des derniers temps incitent à réfléchir. On peut observer que jusqu'aujourd'hui, les membres de la classe politique ont grand peine avec cette nouvelle caractéristique de la culture européenne. Ils succombent toujours à la tentation de partir à la recherche du citoyen enthousiaste, ou plutôt de déplorer ses fautes ou son absence. Il serait mieux de saluer la montée du citoyen sceptique comme chance historique. Il faut prendre connaissance du fait qu'entre la démocratie et le scepticisme, il existe une corrélation positive. En conséquence, nous devrons nous faire à l'idée que les grandes convictions n'ont besoin ni de ce bruit de l'âme, ni de cette hystérie médiatique. En réalité, les caractéristiques mentionnées de la nouvelle expérimentation européenne possèdent les traits des grandes convictions qui sont en des meilleures mains dans ce climat de scepticisme bien tempéré. Par tout cela, mesdames, messieurs, je veux seulement dire que les Européens sont en train de créer le paradigme politique de l'ère post-unilatérale. Les commencements d'une politique commune et européenne des affaires étrangères se trouvent en cela en accord. Elle, la politique étrangère commune, devrait commencer par essayer de permettre la descente du haut cheval pour les derniers unilatéraux et sans qu'ils ne se cassent une jambe ou qu'ils perdent la face. L'ennemi naturel des Européens est tout ce qui se présente toujours d'une façon impériale, héroïque, machiste, enthousiaste et unilatérale. Mais pour les Européens, il s'agit de préciser le propre mode de savoir-vivre et de fonctionnement politique
pour acquérir d'une façon sûre et modeste la renommée mondiale qu'il mérite à cause de ses avantages civilisateurs. Merci beaucoup. Merci beaucoup, Peter Sloterdijk, pour cette conférence qui nous amène à réfléchir sur la situation européenne aujourd'hui. Parce que je ne sais pas si ce que je dis peut résonner pour vous dans ce que vous avez dit, mais au fond, il m'a semblé reconnaître dans ce que vous avez dit un certain nombre d'éléments que l'on trouvait, mais articulés différemment, chez Robert Kagan dans Of Paradise and Power. En particulier, quand vous dites, donc vous dites l'Europe post-machiste, post-héroïque, post-unilatérale, donc lui disait l'unilatéralisme, c'est terminé, l'Europe est multilatérale, l'Europe est pour le dialogue, etc. Et quelque part, vous insistez sur le côté, au fond, dépressif d'une telle Europe. Et la question que je voulais simplement vous poser, c'est que, comme le titre de votre conférence est l'Europe et l'Allemagne, est-ce que vous avez quelque chose de plus spécifique à dire sur le rôle de l'Allemagne dans l'Europe telle que vous venez de la définir? Non, je voulais dire que, à mon avis, l'Allemagne incarne de façon exemplaire la liste de ces 5 qualités: post-impérialisme, post-machisme, post-héroïsme, post-unilatéralisme, et surtout post-enthousiasme. Ça, c'est peut-être l'aspect le plus difficilement à comprendre, comment une grande communauté peut persister sans élan commun. Et c'est précisément l'énigme européen. On n'a pas d'élan commun, et on est quand même convoqué à participer à un projet commun. Ça, c'est aussi un paradoxe. Mais c'est précisément le paradoxe européen, parce que du côté des motivations, la manie est absente, ou plutôt l'illusion qui donne des ailes est absente. Alors, l'Europe ne vole pas. Parce que c'est intéressant ce que vous avez dit tout à l'heure quand vous avez parlé de Valéry. Donc cette phrase de Valéry disant « l'Europe, c'est la maximisation des besoins, du travail, du capital, des échanges, etc. » Et que vous avez dit, pour finir, ça correspond plus aux États-Unis qu'à l'Europe elle-même dans cette phase dépressive, post-enthousiaste. Yeah. L'Amérique n'entre pas dans ce processus pour vous aujourd'hui ou... L'Amérique, elle aussi, s'approche aujourd'hui d'une situation qui ressemble à celle de l'Europe, parce qu'il semble que l'Amérique est en train de consommer son élan, parce qu'elle entre aussi dans un état semi-dépressif, et l'Europe et l'Amérique sont en train de se rejoindre au niveau psychopolitique, même si les forces de la manie politique sont toujours 1000 fois plus fortes aux États-Unis qu'ici. Ici, on aurait vraiment du mal à trouver un politicien enthousiaste, rempli par une véritable manie, par une belle folie européenne. C'est presque impossible. Il y a des cyniques de toutes sortes, des ironistes, des carriéristes, des Européens professionnels, comment je dirais, c'est-à-dire qui laissent humblement l'enthousiasme européen aux amateurs, mais qui restent sceptiques pour eux-mêmes, mais qui découvrent un ensemble de chances de carrière dans cet ensemble politique qu'on appelle Europe. Et je ne pense même pas que c'est tellement mauvais, parce que ça permet aux ambitions
une échelle sur laquelle elle peut monter. Et sans ambition, rien n'est possible dans ce monde. Les Européens ont des ambitions, mais ils n'ont pas un enthousiasme. Et les Allemands sont là. Je me répète, mais ça revient à la même chose. Je crois que les Allemands incarnent parfaitement cette liste des nouvelles vertus européennes. Oui, donc j'ai tout à fait compris, parce que vous ne l'avez pas dit explicitement, mais quand vous disiez l'Europe post-impériale, post-héroïque, post-machiste, post-enthousiaste, post-unilatérale, quelque part, l'Allemagne l'incarne de façon quintessentielle, au fond, cette idée-là. Moi, personnellement, je regrette beaucoup d'avoir à dire cela, parce que moi, j'ai été élevé dans une atmosphère d'autoflagellation allemande. Jusqu'à mon 40e année, je vivais dans un milieu où il était exclu de prononcer une seule phrase en faveur de l'Allemagne. C'était tout simplement impossible. Mais après quelques voyages dans le monde entier, et après avoir fait le tour de l'Europe, je commence à repenser mon attitude vers l'Allemagne. Et je crois qu'aujourd'hui, on a des raisons suffisantes à dire beaucoup de choses positives sur ce pays inquiétant. Je vais donner la parole à la salle. Monsieur Sloterdijk, j'ai beaucoup apprécié ce que vous avez dit, mais le sujet n'est évidemment pas là. Il me semble avoir compris, et je vous demande si c'est possible d'en dire plus, qu'il nous fallait en Europe soit inventer une nouvelle poésie de la gestion du quotidien et de soi-même, et peut-être même qu'elle est en train de naître sous nos yeux. Si c'était ça le message, je crois pouvoir faire le lien avec une très belle formule que vous avez utilisée dans un de vos ouvrages, qui serait, ce serait la lettre à envoyer à nos amis, comme vous avez qualifié les livres que les Grecs ont écrits et dont nous avons encore la chance de pouvoir les lire. Merci de votre réponse. Können Sie mir ein bisschen helfen? Oui, répondre. Können Sie mir ein wenig helfen bei der... Vous pouvez répondre tout de suite, si jamais il y a trop de questions, alors à ce moment-là, je... Aber vielleicht können Sie mir die Frage noch ein bisschen besser oui. erklären. Bon, je vais répéter la question. Est-ce que tu peux la répéter encore une fois? Non, parce que je vais te trahir. Et bon, donc tu la répètes encore une fois lentement en français. Je suis navré d'avoir eu l'air compliqué. Je vais résumer. Pensez-vous que face à cet état post tout ce que vous avez dit, et avec le sentiment dépressif qui accompagne ce climat de poste, d'être revenu d'un certain enchantement, disons, peut-être artificiel, peu importe. Ne sommes-nous pas obligés d'inventer une nouvelle poésie, et pour être clair, une nouvelle façon de gérer le quotidien vis-à-vis de nous-mêmes, vis-à-vis des autres, vis-à-vis de la planète, vis-à-vis du reste du monde? Et je concluais en disant, si j'ai bien compris, j'aimerais que vous nous en disiez plus à ce sujet. Et il me revenait en mémoire une expression que j'ai trouvée très belle, que vous avez écrite, je crois, dans les règles pour le parc humain, et qui était de dire que nous connaissions la pensée des Grecs parce que les livres des Grecs, c'était une lettre qui était envoyée à des amis. Et ils n'avaient jamais imaginé que ces lettres arriveraient encore 2500 ans après les avoir écrites. Si c'est ça, notre réinvention d'une nouvelle poésie, il me semblait que c'était ça le contenu d'une nouvelle lettre à envoyer à nos amis. Je vous remercie.
que ça va? Vous voulez Oui, que... ça va. Non. Oui, c'est... Maintenant, je peux le redire. Vous savez, parfois on cite un politicien français, je crois que c'était Jacques Delors, qui aurait dit, heureusement c'est une fausse citation, qui aurait dit que s'il devait recommencer la fondation de l'Europe, cette fois-ci il commencerait par la culture. Ah, ça c'est Monnet, c'est Jean Monnet. Jean Monnet. Jean Monnet. Heureusement, il ne l'a jamais dit. Hein, parce que si les politiciens veulent commencer par la culture, il faut sortir son revolver. Mais d'une façon, il faut reconnaître que la poésie de l'existence dont vous parlez, existe déjà. Je crois vraiment que la civilisation européenne est douée d'exprimer, est douée comme personne d'autre, devrait être douée comme personne d'autre, d'exprimer une joie de vivre fondamentale. Curieusement, nous sommes des spécialistes de la communication des soucis. Ça, c'est probablement le prix psychologique qu'il faut payer pour cette position privilégiée dont nous profitons depuis la fin de la Deuxième Guerre mondiale. Mais je suis sûr que la nouvelle génération, les jeunes d'aujourd'hui, ne se laisseront plus empoisonner par le pessimisme des générations d'après la Deuxième Guerre mondiale. Il y avait deux générations qui vivaient, ou même presque une troisième, qui vivaient sous un ombre historique presque ineffaçable. Après un siècle de tuerie des masses, il fallait retrouver et réinventer la valeur de la vie humaine. Parce que le XXe siècle, c'était quoi essentiellement à l'échelle de la morale? C'était l'époque de la dévaluation de la vie humaine totale. Une dévaluation incroyable. On comptait les morts par millions. Et on ne se faisait même plus on ne faisait même plus l'effort d'énumérer les noms des tués. Après la Première Guerre mondiale, un peu partout dans le monde, surtout en Europe, on a inventé des monuments aux soldats inconnus. C'était très très symbolique pour la dynamique mentale des Européens, parce que la faculté de porter le deuil des morts était débordée. Il y avait trop de morts pour nos capacités de deuil et nos capacités de commémoration. Et ça donnait une dévaluation du sentiment de la vie humaine incroyable, surtout à l'Europe de l'Est, où les traces de cette attitude n'ont pas du tout disparu. On y rencontre parfois le même mépris de la vie humaine qu'à l'époque nazie, à l'époque des camps d'extermination et du monde concentrationnaire du Goulag. Au niveau mental, il y avait des traditions psychopolitiques terribles, mais l'Europe occidentale s'est complètement convertie, à mon avis. Maintenant, la troisième, la quatrième génération après la Deuxième Guerre mondiale réinvente sa vie et fait précisément dont vous parlez. Elle redécouvre la poésie de l'existence. Et c'est peut-être aussi le sens profond de ce qu'on appelle le retour de la religion, parce que pour la première fois dans l'histoire de l'humanité, la religion est devenue libre. Elle ne sert plus d'école sociale chez nous.
Elle est devenue une expression du sentiment d'exister en compétition libre avec la philosophie et les arts. Et dans ce triangle entre religion, philosophie et les arts, la poésie de l'existence dont vous parlez peut s'exprimer. Je voulais poursuivre sur cette question parce que, au fond, la question était, étant donné les caractéristiques de l'Europe que vous avez données, post-héroïque, etc., post-enthousiaste, etc., la question était quel rapport à soi, quel type de rapport à soi peut-on avoir pour continuer à vivre dans cet univers déprimant. Et il me semble que Jean a cité les règles pour le parc humain. Quand vous aviez parlé justement de l'importance dans l'histoire de la littérature et de la transmission qu'elle supposait, et je crois que vous aviez même dit, et c'est ça qui avait créé la polémique, que quelque part, la littérature, c'était une sorte de dressage de l'homme pour empêcher la bestialité. Vous donniez l'exemple de l'amphithéâtre romain avec les gladiateurs et les animaux. Et puis vous disiez, mais au fond, les gens ne lisent plus, ou enfin cette transmission littéraire en tout cas est en crise. C'est d'ailleurs un accord que vous avez avec Finkielkraut dans votre discussion. Et donc, au fond, on vous a critiqué parce que vous parliez d'une sorte de nouveau dressage de l'espèce humaine, vous parliez du parc humain. Est-ce que vous êtes toujours sur ces positions? Vous croyez qu'il y a eu un véritable malentendu à propos de ce que vous disiez? Mais je crois que je parlais de l'éducation du genre humain. J'ai repris un sujet classique de l'idéalisme allemand qui remonte au jour quand Friedrich Schiller a écrit ces fameuses lettres sur l'éducation esthétique de l'homme, et Lessing et tous les autres qui se sont penchés sur la question comment peut-on éduquer l'être humain d'une telle façon qu'un équilibre sain peut être acquis entre l'individualisme et les besoins de la collectivité et de la société. Mais pour moi, mon point de départ était une phrase de Jean-Paul qui disait « Les livres sont des lettres un peu plus grosses à des amis ». C'est-à-dire, je voulais parler de l'effet humanisant de la lettre écrite par un auteur qu'on connaît, un lecteur qu'on connaît. Je crois que l'humanisme est un procédé de domestication de l'homme qu'on a pu pratiquer depuis l'Antiquité en Europe. Partout ailleurs, les moyens de dressage étaient beaucoup plus rudes. Les analphabètes, on les a dressés de façon 1000 fois plus rude que les êtres humains alphabétisés. Et c'est seulement dans la modernité où l'on a aboli plus ou moins, du moins de façon superficielle, la différence entre analphabète et être humain alphabétisé. Officiellement, il n'y a plus d'analphabète, ce qui est peut-être une hypothèse un peu trop optimiste. Mais comment contrôler, comment dresser, comment gérer et fournir avec des moyens de haute gestion à une race humaine qui ne possède plus les moyens de gestion que offrait l'humanisme classique, la faculté de lire, et lire entendu comme faculté d'entrer dans un dialogue avec des maîtres morts. Ça, c'est la grande découverte de la littérature antique, qu'on peut parler avec les morts et entendre la voix d'un maître disparu à travers l'écriture. C'est-à-dire une énorme ressource d'éducation.
Ça, c'est la découverte de l'humanisme de l'écrit. Et je pense qu'aujourd'hui, il faut vraiment réfléchir sur ce qui se passe si tout ce passé devait disparaître. Et je crois que toute la polémique autour de la question du dressage de l'être humain se fondait sur un malentendu apocalyptique, parce que les lecteurs croyaient qu'on parle du surhomme. Moi, je parlais d'une façon d'éviter la régression humaine au-dessous du niveau de l'humanisme classique, ou néoclassique, ou néo-prussien, si vous voulez. Il y avait deux perspectives asymétriques dans le débat autour de ce livre. Oui. Merci pour votre exposé fouillé. Et il est vrai qu'après 1870, 14-18, 40-45, il y a de quoi être... Doucement, parce que bon, M. Sloterdijk nous fait le plaisir d'écouter les questions en français, mais il faut vraiment les poser lentement, parce que c'est... You're right. Donc, il est vrai qu'après 1870, 14-18, 40-45, il y a de quoi être un peu dépressif, prudent, sceptique, comme vous l'avez si bien dit. Alors, la question que je voudrais vous poser, qui est partiellement reliée à ce que je viens de dire, c'est comment articulez-vous votre analyse au fait que la démographie en Allemagne aujourd'hui est de l'ordre est plus proche de 1 enfant par couple, c'est-à-dire qu'on est loin du renouvellement de la population, comparé par exemple à la France, dont on dit souvent que c'est un pays grincheux, mais où la natalité est une des plus fortes d'Europe. Merci. Donc la question est que on parle du courant dépressif en Europe, qu'on le dit peut-être encore plus de la France, dans la mesure où la France apparaît comme politiquement un pays très dépressif, et qu'en même temps, effectivement, la France est un des rares pays européens dans lequel il y a une natalité en progression. Et il trouve une contradiction. L'Allemagne, ce n'est pas le cas du tout, mais pour la France. Et vous trouvez une contradiction entre cette dimension dépressive et d'autre part le fait de faire des enfants, pas mal donc en France. Mais il faut distinguer deux choses dans la perspective de la démographie négative en Europe. Il y a une sorte de pessimisme biologique dans une certaine population. Et dans l'autre perspective, il y a un optimisme éducateur, c'est-à-dire la transition d'une culture de l'enfant voulu ou d'un enfant non voulu à une culture de l'enfant voulu. Parce qu'autrefois, il ne faut pas oublier qu'en Europe, la plupart des générations antérieures considéraient la procréation comme une fatalité à laquelle il fallait se résigner. Notre chancelier Adenauer a prononcé une phrase dans les années 50, lorsqu'on créait le système social de l'Allemagne, sous les conséquences desquelles on souffre aujourd'hui, une phrase d'une bêtise abyssale en disant « Kinder kriegen die Leute immer ». Et pour cette raison, il liait l'évolution des rentes directement
à l'évolution des revenus, parce que l'optimisme de la procréation était encore là. On n'a pas encore prévu ce qui devait se passer aujourd'hui. Mais pour nous, il reste la tâche de distinguer pessimisme biologique et optimisme procréateur, c'est-à-dire la transition de la culture de l'enfant hasard à l'enfant qu'on accueille dans ce monde avec tout le respect et avec toute la gratitude qu'un couple peut éprouver. Et je crois qu'en Europe, il y a les deux, tandis que dans l'Europe du Sud et en Russie, il y a surtout un élément de pessimisme biologique qu'il faut prendre en compte. Mais vous aviez dit quelque part dans une interview, je crois que c'était un débat avec Elisabeth Lévy dans Le Point, je crois que c'est ça, elle vous avait posé une question sur, au fond, votre optimisme, c'est-à-dire que vous disiez, Sioran, lui, il peut vraiment être cynique, se retirer comme dans un monastère, et que le cynique, c'est celui qui vraiment peut résister au bonheur, puisque résister à une sorte d'optimisme, et vous aviez dit que vous-même, sur le plan de la vie, vous étiez plutôt optimiste, c'est-à-dire que vous ne renonciez pas au bonheur. Est-ce que j'avais tort de le dire? Non, à mon avis, vous aviez tout à fait raison, mais c'était peut-être, non, la question d'Elisabeth Lévy venait du fait que vos premiers ouvrages venaient de l'école de Francfort et donc d'un côté plus pessimiste vis-à-vis de la modernité. Oui. Mais c'est ça tout le drame de la génération intermédiaire en Allemagne. Il y avait beaucoup d'optimisme clandestin parmi nous. Et même chez Adorno, il y avait une sorte de positivité clandestine, mais qui savait cacher très profondément, ce qui s'exprime d'ailleurs par ses préférences musicales, parce que son oreille était une oreille schumannienne, la musique la plus sentimentale du XIXe siècle était sa musique préférée. Mais dans ses écrits, il préconisait Schönberg, et il condamnait Stravinsky, parce qu'il avait trop de rythme dans sa musique, et trop de vitalité. Donc il y avait une grande ambivalence dans la transmission du savoir parler, du savoir vivre, du savoir juger dans les générations intellectuelles après la guerre. Et ça m'a coûté la moitié de ma vie pour filtrer les influences que j'ai éprouvées dans ma jeunesse. Et j'étais certainement un très bon apprenti sorcier du pessimisme à l'époque. J'étais très doué pour le pessimisme et j'avais un véritable talent de porter la mine triste. Mais d'ailleurs, un jour, j'ai rencontré une phrase de l'orateur Quintilianus, dans son grand livre sur l'art de parler. Il disait, dans sa défense de la rhétorique contre la philosophie, il disait que tout le monde peut prétendre d'être un grand esprit en se taisant et en faisant une mine triste, tandis que personne ne peut prétendre être un bon orateur s'il ne l'est pas. Parce que l'orateur est condamné à la manifestation. Et comme moi, j'ai choisi
le chemin de l'expression ou de la manifestation. Je suis devenu un pessimiste déraciné. Je suis quand même content d'avoir posé la question. Hein, parce que... oui. À mon sens, le problème principal de l'Europe d'aujourd'hui, c'est la situation financière. C'est notamment le risque de l'effondrement d'État par le surendettement. Donc, voilà, je suis là. Donc, je disais que pour moi, le problème principal de l'Europe d'aujourd'hui, c'est le risque de l'effondrement des États par le surendettement, notamment en partie dû aux activités sinistres du secteur dit financière. La cohésion diminue. Il y a des États qui s'apprêtent à nous quitter, comme les Anglais. Je me pose la question, est-ce que vous pensez que l'Europe trouvera la porte de sortie ou est-ce que l'Europe va éclater? Honnêtement, je ne le crois pas. Parce qu'il ne faut pas chercher des ressources pour combler les trous dans nos bilans. Il n'y a que la faillite qui peut nous sauver. Il n'y a que ça. Parce qu'on a commencé à vivre dans un déséquilibre permanent. On a renoncé à tous les concepts circulaires, équilibrés et symétriques. Nous vivons intellectuellement, on vit dans un monde post-symétrique, pour continuer avec ce jeu de mots, post-symétrique, post-circulaire et post-équilibre. Et cela représente un défi majeur à la rationalité. Il y a des logiciens qui vous expliquent, et aussi des physiciens et des penseurs d'un nouveau naturalisme, qui vous expliquent que tout est déséquilibre et que l'évolution elle-même se fonde sur des déséquilibres. Et pour nous, il ne reste que de gérer les déséquilibres. Mais personne ne peut vraiment penser cela. Et personne ne peut vraiment gérer cela, sauf les personnages au sommet de la Banque européenne, la Banque centrale européenne, qui sont devenus des véritables virtuoses du déséquilibre. Mais personne ne peut vraiment penser cela et personne ne peut concevoir comment on pourrait jamais sortir de ce genre de déséquilibre que nous avons évoqué par notre façon d'anticiper l'avenir. Au début, le crédit était une idée de génie, c'est-à-dire faire une promesse qui revient à une technique d'anticiper l'avenir. Il y a une phrase fameuse de Hannah Arendt qui disait « Il n'y a qu'une seule façon valable de reconnaître l'avenir, c'est de faire une promesse et de la tenir. » Et de faire des promesses et de remplir ce qu'on a promis. Et on peut appliquer cette formule au processus du crédit authentique. Le crédit authentique, c'est une promesse qui consiste en la déclaration de rendre ce qu'on a emprunté et ajouter une valeur ajoutée qui s'appelle l'intérêt. C'est-à-dire, le crédit classique, c'était un moyen de stimuler la créativité de celui qui s'endette. Aujourd'hui, le crédit est devenu un moyen de stimuler
la paresse de celui qui s'est endetté. Et je crois que la différence entre le crédit authentique et le crédit inauthentique est la véritable menace de notre morale et de notre rationalité. Parce qu'il y a pas mal de crédits aujourd'hui qui sont insincères dès le début. Et ça, c'est le problème. Il n'y a pas de véritable volonté de rembourser ces dettes auprès de ceux qui montrent la volonté de s'endetter. Et de là, il y a une véritable menace à la construction de notre réalité. Non, ne reprenez pas la parole deux fois parce que je vais donner la parole à monsieur là-bas. Excusez-moi, mais... Monsieur Lodewijk, dans votre dessin politico-psychique de l'Europe, on n'a pas parlé des langues. Et comment ça me On n'a pas paraît- parlé Des langues. des langues. Des langues, c'est quand même un aspect important dans l'Europe actuelle. Et ainsi, je me demande où se trouve la place des langues dans votre système. On peut traduire des contenus romains et grecs dans toutes les langues européennes. Ça suffit. Parce que les concepts de base sont néanmoins des concepts communs. Parce que tout repose sur un processus de traduction. L'Europe, c'est le génie de la traduction. On a commencé chez les Romains qui ont compris que la source se trouve un peu plus haut. Les Romains n'ont jamais prétendu d'être originaux. Ils ont toujours reconnu la supériorité des Grecs. À l'époque impériale, à l'époque de Marc Aurèle, par exemple, le grec était la langue officielle de la cour impériale et de la chancellerie impériale à Rome. Alors, latinité veut dire posséder le génie de la traduction et infiltrer les concepts latins dans toutes les langues. Et ça s'est produit un peu partout dans l'Europe. Il est vrai que chaque nation, même aujourd'hui, vit dans sa clôture linguistique. Il n'existe pas un seul journal européen, à l'échelle européenne qui permette aux Européens de sortir de leur clôture nationale. Mais de l'autre côté, il y a une sorte de métalangage qui remonte à un vocabulaire commun qui possède des racines gréco-latines. Est-ce que vous pouvez nous donner un lien peut-être plus précis entre ce que vous venez de dire, donc de l'Europe post-enthousiaste, etc., et d'autre part la critique de l'État social que vous avez faite il y a quelques années et qui a aussi suscité des polémiques, peut-être parce qu'il y avait des malentendus, quand vous avez critiqué l'État kleptocrate, l'impôt sur le revenu. Est-ce qu'il y a un lien entre ce diagnostic que vous faites de l'État social, d'une part, et d'autre part, vos thèses sur l'Europe telles que vous venez de les développer? Non, je n'ai pas fait une critique de l'État social, mais une critique de l'État fiscal. Je crois que la fiscalité en Europe et partout ailleurs dans le monde est perverse. Parce qu'elle repose toujours sur l'idée que les citoyens ont une dette envers
la communauté politique, alors que les impôts sont des dettes auprès de l'État. Ce n'est pas, à mon avis, c'est tout simplement faux. Et toute la fiscalité, c'est une fausse construction au niveau psychopolitique parce que ça mène dans la dépression des citoyens. Ils ne comprennent plus qu'ils sont des donneurs, mais on les oblige d'avoir le sentiment d'être éternellement endettés, on ne sait pas pourquoi, éternellement endettés vers un État qui prend sans vraiment reconnaître la nature du don qui se cache dans le fait de payer régulièrement ses contributions pour la caisse de la communauté. Et je crois que toute la fiscalité moderne est une fausse construction. Il faut reconnaître le caractère de don, de donation, de ce qu'on paye pour le fisc, et cela suffit. On n'attend pas de la grande gratitude de la part de la trésorerie nationale, mais on attend la reconnaissance du caractère de donation, de ce qu'on paye. Et à partir de là, l'esprit de civilité devrait se réveiller chez tous ceux qui seraient reconnus comme donneurs, comme donateurs. Aujourd'hui, le fisc produit une sorte de dépression massive parmi ceux qui payent sans savoir comment et pourquoi. C'est ça l'idée. Ce n'est pas une critique de l'État social, mais une critique de l'État fiscal. Et d'ailleurs, il y a des anecdotes amusantes qui pourraient vous expliquer cette nature curieuse de la fiscalité moderne. Au Moyen-Âge, il était nécessaire pour le souverain de convoquer tous les vassaux à chaque fois qu'il voulait imposer un nouveau impôt sur les vassaux. Et il devait consentir à chaque fois, individuellement. Il devait chaque fois expliquer à ses vassaux la nature de la nécessité d'élever les impôts ou de payer des impôts. Et vers la fin du Moyen-Âge, il y avait une invention extraordinaire, c'est-à-dire une crise permanente de l'État qui justifie aussi une fiscalité permanente. C'est d'une ironie qu'on retrouve seulement dans le concept de la révolution permanente chez Trotsky. Le cas d'émergence de l'État permanent, ça, c'est l'État. Et l'État s'appelle État parce qu'il prétend de ne pas être en crise. Parce que c'est un État est un État, c'est-à-dire quelque chose qui repose en soi. Mais en vérité, il repose sur le vol éternisé. C'est d'ailleurs le mot utilisé par saint Thomas pour désigner les impôts. Le vol légal. C'est un paradoxe qui devrait nous donner à penser jusqu'aujourd'hui. Comment un vol peut être légal? Et c'est ça la nature de la fiscalité. Et je crois que la démocratisation du fisc serait le véritable grand projet d'une Europe commune. Et ça se voit avec une clarté particulière dans le cas de la Grèce, où la guerre entre les citoyens
et un État inefficace, hein, et monter jusqu'à l'extrême. C'est une véritable une sorte de guerre civile. On voit la guerre civile derrière la fiscalité. Et la Grèce est exemplaire dans cette perspective. Et en Grèce, le fisc a perdu la bataille, tandis que chez nous, nous sommes tous des vaincus. Et en tant que vaincus, nous éprouvons un ressentiment profond envers ceux qui se battent encore avec leur propre fiscalité. Mais si je comprends bien, vous considérez qu'une démocratisation de la fiscalité, ce serait au fond que l'on reconnaisse comme tel le fait qu'il s'agirait d'un don, ce qui permettrait à ceux qui ont réussi de ne plus avoir mauvaise conscience. Et donc l'impôt fonctionnerait toujours, mais aurait une autre signification. Oui, mais il faut remonter aux idées de Marcel Mauss, qui a expliqué cette ambivalence du don. Le don ne veut aucunement dire qu'il ne contient pas d'obligation. Au contraire, le don peut aussi être obligatoire et il peut aussi obliger. C'est pratiquement comme la double nature du Christ, homme et Dieu en même temps, et don et obligation en même temps. Il faut le comprendre. Et pour ce faire, il faut soit un peu de théologie ou un peu de sociologie, de bonne sociologie. Parce que la double nature du don fait que le fisc rénové et reformulé de façon démocratique recevrait pas un seul euro de moins. Mais la nature du transfert, la nature des transactions serait complètement changée, et au niveau de la participation individuelle de l'individu par rapport à sa communauté, ça changerait tout. Parce que si tout le monde devient donateur, ça serait vraiment la renaissance de la communauté. Mais aujourd'hui, il n'y a que des sujets, il n'y a que ceux qui ont perdu la bataille contre le fisc. Ça, c'est un citoyen. Un citoyen, c'est quelqu'un qui a été vaincu par la fiscalité de son pays. Et malheureusement, étudier les paragraphes et les articles consacrés aux finances publiques dans les constitutions des pays européens, vous y trouverez toujours des banalités et des ambivalences. Les juristes ont été incapables d'expliquer la véritable nature des impôts. Et d'ailleurs, tout le monde veut fuir si les impôts sont vraiment seulement imposés, s'ils ne sont pas des dons. Tout le monde veut échapper. Si ce sont des gestes d'honneur, si ce sont des donations, personne ne voulait se dérober à ce genre d'honneur. Psychologiquement, c'est complètement différent. Oui, c'est ça, parce que le don ferait l'objet d'une reconnaissance, et donc il y aurait une gratification en termes de statut, ce qui n'existe pas quand il n'y a que l'obligation, puisque quand on est vaincu par la fiscalité. Je pense qu'il est, il est 10 heures, nous avons l'habitude de clôturer à 10 heures. Je voudrais dire que, par rapport aux questions qui ont été posées,
Bon, peut-être qu'un certain nombre de participants ne sont pas philosophes, mais ce qui est, me semble-t-il, intéressant quand on écoute un philosophe, c'est qu'on pose des questions qui viennent de domaines qui sont des domaines de la fiscalité ou de la construction européenne, et qu'on a des réponses qui, au départ, paraissent paradoxales et qui surprennent et qui nous font réfléchir. Mais il y a aussi une autre dimension de la philosophie que j'ai découvert chez Peter Sloterdijk, c'est que parfois le philosophe dit quelque chose qu'on pense déjà, mais il le dit tellement bien que quelque part on se dit j'aurais vraiment voulu le dire comme ça. Et je voulais vraiment clôturer par deux, je ne sais pas si vous vous en souvenez d'ailleurs, mais vous l'avez dit, c'est d'ailleurs très bien, ce n'est pas du tout une critique, présentation de deux philosophes contemporains, Alain Badiou et Jacques Derrida. Et je trouve que la manière dont vous les présentez, c'est vraiment formidable. Badiou. C'est chez lui le survivant le plus agressif de 1968 qu'il faut chercher si l'on veut trouver dans l'Europe actuelle un stalinisme tardif pur, complété d'un maoïsme sans repentir, aussi incroyable que cela puisse paraître à des oreilles contemporaines. Et alors je termine quand même par Derrida, parce que alors là c'est vraiment bien. Alors là vraiment souvent, je ne suis jamais arrivé à formuler ça. Il est regrettable que Derrida, dans chacun de ses livres, mette la patience de ses lecteurs à l'épreuve en multipliant des rituels de prudence, de préciosité, de précaution excessive et un certain se regarder écrire permanent, comme si la participation à ces moments grandioses devait se mériter par un long test de négation de soi. Et ça, je trouve que pour dire quelque chose comme ça sur Derrida et quelque chose que j'ai longtemps ressenti en le pratiquant, je trouve que c'est magnifique du point de vue aphoristique, si vous voulez, de Nietzschéen, si vous voulez. Et donc, je voulais vraiment remercier Peter Sloterdijk parce que, bon, il avait préparé son texte en allemand, il a accepté qu'on le traduise, il a dû répondre à des questions, mais qui parfois, effectivement, même pour un francophone aussi aguerri que lui, bon, quand c'est dans une langue qui n'est pas votre langue maternelle, parfois vous n'entendez pas tellement bien, donc il a vraiment fait un effort pour répondre à toutes vos questions. Je crois vraiment qu'on peut vous remercier. Merci beaucoup d'avoir été présent et d'avoir répondu à nos questions.